Alors donc voilà, donc je vais parler du dessous des images iconiques du ciel. Et alors en fait, donc quand j'ai proposé cette conférence à Bruno, évidemment, j'avais aucune idée de ce dont j'avais parlé réellement. Donc là, heureusement, Bruno a donné quelques exemples et ça tombe bien. J'ai eu peur, mais ça tombe bien parce que les exemples qu'il a donnés sont bien dans ce que je vais vous présenter. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait plein d'images iconiques et du coup, j'ai dû faire un choix, et ça a été un choix un peu drastique qui m'a pris pas mal de temps à décider. Et en fait, j'ai même fini ce matin, ce qui fait que j'ai embêté le festival parce que j'ai renvoyé une deuxième version plus courte. Et je me suis dit que la deuxième partie, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, donc j'ai déjà ma conf de l'année prochaine, avec d'autres thèmes, d'autres images iconiques. Alors en fait, images iconiques, c'est en effet des images que vous avez tous et toutes vues et qui sont généralement des images qui sont belles, hein. C'est rare qu'une image moche soit iconique. Surtout des images qui marquent une rupture, c'est-à-dire qu'il y a avant l'image et après l'image, et à un moment donné, il y a en effet une image qui apparaît et qui change par rapport à ce qu'on connaissait, qui peut être quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'on avait vu ou quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Voilà, donc il y a en effet une histoire scientifique. Il y a une histoire humaine aussi, il y a des fois des ratés dans ces images-là, et ces ratés peuvent faire d'ailleurs qu'elles deviennent iconiques. Et voilà, donc on va un petit peu parler de ça. C'est en effet, les images iconiques sont une rupture. Alors, la première... alors, il faut que j'allume ça va être mieux. Voilà. Donc, de quoi je vais vous parler ce soir? Je l'ai un petit peu abrégé, je vous l'ai dit. Donc, on va en fait d'abord nous promener depuis la Terre à la Lune, avec des images iconiques que vous avez probablement pas vues. Voilà, et puis certaines que vous avez aussi vues. On va ensuite se promener à la découverte de nouveaux mondes, c'est-à-dire en dehors de la Terre, se promener dans le système solaire. On va aussi voir la Terre sous différents angles, vous allez voir. Et puis ensuite, comme moi je suis intéressé par les étoiles, en fait mon cœur de métier, ce qui me permet d'avoir un salaire tous les mois, c'est l'étude des étoiles. Donc je vais forcément vous parler des étoiles. Je vais vous montrer des images iconiques sur les pouponnières d'étoiles qui ont été, d'ailleurs certaines images ont été mentionnées par Bruno tout à l'heure. Et puis mon cœur de métier, c'est en fait surtout les étoiles en fin de vie. Et les étoiles en couple. Je pense que je pourrais être un psychothérapeute de couple stellaire. Donc voilà, les trous noirs, je parlais de trous noirs petits et gros. Et alors, je me souviens plus de son prénom, qui a gagné le prix tout à l'heure, a déjà montré des images que je vais montrer. Donc il a montré des images iconiques, il m'a spoilé. Mais son film était fabuleux. Et je finirai par rendre quand même un hommage aux observatoires astronomiques, sans qui nous n'aurions pas toutes ces images-là. Voilà, donc je vais commencer de la Terre à la Lune, et évidemment j'ai pris ce titre à Jules Verne, et donc vous voyez, en fait là j'ai enlevé la Terre, on ne la voit pas, elle est en dessous, il y a la Lune qui est ici, et puis vous voyez ce train à vapeur qui se dirige vers la Lune, qui est en fait, dans l'histoire de Jules Verne, la Terre à la Lune, c'est plutôt un gros boulet qui va être envoyé vers la Lune. Et en fait, vous allez voir que c'est intéressant parce que c'est exactement ça ressemble beaucoup à l'engin qui va permettre de faire la première image en hauteur, en altitude de la Terre. Voilà, donc nous partons de la Terre à la Lune, et la première image que je vais vous montrer, alors moi j'ai pas prévu de quiz ou clap, mais par contre je vais vous laisser d'abord admirer cette image, et puis j'espère que vous la reconnaissez. Cette image-là, oui, en fait si on peut baisser la lumière, moi ça me va, si les gens n'ont pas peur du noir, comme en fait on va voir que des images au cours de cette conférence, il y a très peu de texte, et surtout je précise, ce sont que des images, ce sont que des photographies, des images. D'accord, il y a je vais vous montrer aucune vue d'artiste, d'accord, aucun dessin, aucune vue d'artiste, ce ne sont que des images qui ont été prises par des sondes, des satellites, etc. Donc vous avez reconnu là ? J'espère. Donc c'est en effet une vue de la Terre.
la première vue de la Terre prise, on va dire, au-dessus de son atmosphère, puisqu'elle est prise à 100 km d'altitude. La précédente vue de la Terre en altitude était à 20 km, prise à 20 km d'altitude, c'est-à-dire qu'on commençait à deviner la rotondité de la Terre, hein, pour ceux qui croient encore que la Terre est plate. On commençait à dire qu'elle ne l'était pas. Et là, donc, c'est pris à 100 km d'altitude, donc c'est souvent la limite qu'on prend pour la limite de l'atmosphère. Donc, première photo de la Terre prise depuis l'espace le 24 octobre 1946, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez, c'est une caméra de 35 mm qu'on a mis sur une fusée V2. Alors, je pense que la plupart, vous connaissez une fusée V2, sauf peut-être les plus jeunes. Fusée V2, c'est ça. Voilà, ça c'est une fusée V2 sur son pas de tir. Les fusées V2 sont des fusées qui ont été développées par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient destinées donc à être des missiles et à bombarder en particulier différents pays, dont le Royaume-Uni. Et ce sont donc des fusées qui faisaient des vols balistiques et propulsés. Et donc là, en fait, il y avait déjà des missiles qui avaient été conçus par les Américains, mais qui étaient beaucoup moins puissants, qui allaient beaucoup moins loin et moins haut que ceux des Allemands. Donc quand la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, les Américains ont récupéré le matériel des Allemands, et ils ont aussi récupéré certaines personnes certains ingénieurs qui travaillaient pour ce programme-là. Par exemple, on peut mentionner Wernher von Braun qui a dirigé le programme spatial américain, travaillé auparavant pour ce type de fusée. Et donc là, on met une caméra sur un missile, il vole pendant quelques minutes, il prend une photo, on récupère ensuite la photo, on la développe et on voit ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, vous devinez les nuages, on ne peut pas dire qu'on devine grand-chose d'autre, les continents ne sont pas vraiment visibles, mais vous voyez au moins on voit que la Terre est ronde, on le voit bien à 100 km, et c'est en 1946, et c'est la première fois qu'on s'extrait de la Terre et de son atmosphère et qu'on prend une image de notre planète Terre. Donc vous voyez qu'elle n'est pas très belle, mais n'empêche que c'est la première. Et vous allez voir aussi que ce que je vais vous montrer, c'est que dans ces images iconiques, on voit une évolution. C'est-à-dire qu'il y a un avant l'image iconique, c'est-à-dire qu'il y a des images qui vont la préparer la plupart du temps. Et puis après, il y a aussi des améliorations de ces images iconiques. C'est ça qu'on va voir au cours de cette conférence. La deuxième image que je vais vous montrer, là, je ne sais pas si vous allez la reconnaître facilement, c'est celle-là. Alors, ceux qui étaient à mon cours dimanche dernier sur l'exobiologie, je vous ai dit que j'allais vous montrer, je vais vous expliquer ce que c'était que ça. Donc, là, vous voyez que c'est tout rond. Vous voyez des trous, là. Vous voyez pas grand-chose de plus. Vous avez une idée de ce que c'est ? C'est en effet la Lune. Vous allez me dire, mais c'est moche comme photo de Lune. En effet, mais oui, quelqu'un l'a dit, c'est en effet parce que c'est une photo de la face cachée de la Lune, qui, comme son nom l'indique, normalement n'est jamais visible depuis la Terre, donc c'est difficile de la prendre en photo. Donc pour la voir, puisque la Lune est en rotation synchrone, donc on voit toujours la même face de la Lune, donc pour la voir, il faut envoyer un satellite qui tourne derrière la Lune, et puis après qui va nous transmettre les données, donc la photo qu'elle a prise de la Lune. Alors une chose que vous voyez déjà, c'est qu'il y a, en fait, on voit quelques cratères, mais pas beaucoup. Je vous montrerai d'autres images après. Donc cette image, c'est la première photo de la face cachée de la Lune. Alors là, ce sont les soviétiques qui ont lancé l'UNIC 3, qui est une sonde que vous voyez ici, lancée le 7 octobre 1959. Donc c'est une grosse dizaine d'années après la photo précédente. Par contre, vous voyez, c'est 10 ans avant l'alunissage. Et c'est l'UNIC 3, sachant qu'il y a déjà eu l'UNIC 1 qui est parti vers l'UNIC 2 qui s'est posé, et l'UNIC 3 donc, qui prend la photo de la face cachée de la Lune. Donc là, les soviétiques étaient vraiment en avance sur les Américains, à tel point qu'à cette époque-là, on pensait que c'était les soviétiques qui allaient poser le pied en premier sur la Lune. Alors, comment on fait une photo comme ça ? Eh bien, on envoie donc un satellite, à l'époque, je parle. On envoie un satellite, et un satellite qui a à son bord des appareils photo. Voilà, il y en avait un en l'occurrence. Il prend, donc, pendant qu'il fait le tour derrière la face cachée, il prend 29 photos
qui vont couvrir en gros 70% de la surface de la face cachée de la Lune. En fait, il y en aura 16 qui seront vraiment exploitables. Elle passe à peu près à 65 000 km, donc assez loin en fait de la Lune. Et à cette époque-là, il n'y a pas de CCD, on n'a pas de détecteur CCD, donc ce sont vraiment des photos avec des plaques qui doivent être développées sur place dans le satellite, d'accord, et qui sont scannées. Donc, on développe la photo, on la scanne, et après, la sonde est revenue vers la Terre, et là, a transmis par télémétrie les données qui avaient été scannées. Donc, vous voyez, c'est déjà un processus compliqué, puisqu'il faut déjà mettre en place tous les processus quand on va explorer une planète, c'est-à-dire faire une image, mais ensuite pouvoir transmettre cette image. Donc là, on prend la photo, on la développe, on la scanne, et quand on est proche de la Terre, on récupère les données. Et d'ailleurs, vous voyez qu'en fait, les données vont être transmises, parce qu'évidemment, les liens télémétriques sont assez faibles, on ne transmet pas beaucoup de données. Donc là, les données vont être transmises et récupérées sur la Terre jusqu'au 18 octobre, alors que l'image a été prise le 7 octobre et que la sonde, en fait, elle met 3 jours à peu près pour retourner vers la Terre. Donc ça veut dire qu'après, elle va tourner autour de la Terre et transmettre des données. Et en fait, ça, à tel point que au départ, évidemment, les soviétiques ne parlaient pas énormément, donc ils donnaient quelques informations et pas beaucoup au monde occidental, et les Américains suivaient ça de près, évidemment, les Européens aussi, mais surtout les Américains. Et au début, ils disaient, on n'a pas beaucoup de résultats, donc c'est que leur sonde n'a pas dû marcher. Et en fait, petit à petit, les soviétiques ont récupéré les données, ils les ont analysées, imprimées, et on a vu cette photo-là. Donc voilà, c'est la première photo de la face cachée de la Lune. Encore une fois, vous voyez qu'elle n'est pas belle, mais c'est une photo qui est très importante dans l'histoire de la conquête, ou au moins de l'exploration spatiale autour de nous. Alors, je vais maintenant vous en montrer une qui va vous en rappeler une autre. C'est celle-là. Donc là, je pense que je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous avez tous reconnu le couple Terre-Lune. Hein, sauf que vous voyez que c'est moche. Alors je pense que ça vous fait penser à une photo qui est beaucoup plus belle, mais en fait qui n'a rien à voir. Cette image-là, alors cette fois-ci, ce ne sont plus les Soviétiques, mais ce sont les Américains qui l'obtiennent. C'est la première image de la Terre vue de la Lune. Première image de la Terre vue de la Lune qui a été prise en 66, donc 7 ans après la précédente. Cette fois-ci, on est à 48 km d'altitude, donc on est beaucoup plus proche de la surface lunaire. Et c'est la sonde Lunar Orbiter 1 de la NASA. Et c'est une sonde qui est importante parce qu'en fait, elle est destinée à repérer les meilleurs lieux d'alunissage pour la mission Apollo 11 qui devrait atterrir, qui va atterrir 3 ans plus tard. D'accord, donc ça se rapproche. Et donc vous voyez que si je vous dis de me trouver quel est le meilleur lieu d'alunissage là-dessus, c'est difficile. Et c'est le même principe que les soviétiques, c'est-à-dire que là il y avait 2 caméras, 2 appareils photo Kodak qui prenaient les photos. Les photos étaient ensuite développées, étaient scannées, et puis ensuite ils récupéraient les données par télémétrie quand la sonde se rapprochait de la Terre. Et donc vous voyez que il y a des problèmes d'impression en fait. Ça, c'est des problèmes qui sont plutôt liés à l'impression quand les données ont été reçues sur Terre. Et alors, elle a une histoire étonnante, cette photo, c'est qu'elle a été retravaillée 2 fois. Donc là, vous voyez, on est en 66 pour la première photo. Elles sont réanalysées en 1980, et là, vous voyez qu'on voit déjà beaucoup mieux des détails sur l'image. On voit même sur la Terre, on voit des continents, on voit des nuages, et puis sur la Lune, on voit beaucoup plus de détails. Là, déjà, on peut se dire qu'on peut essayer de trouver un site d'atterrissage opportun. Alors pour vous, je vais quand même vous montrer une image qui n'est pas une image du ciel. Et ça va être la seule que je vais vous montrer, c'est celle-là, parce que moi, elle m'impressionne. Ça, en fait, ce sont toutes les données de cette image-là qui ont été transmises sur Terre sur des bandes magnétiques et qui ont ensuite été converties pour passer sur cassette, parce que les bandes magnétiques devenaient complètement inutilisables, on n'avait plus le moyen de les lire. Donc en 1980, en fait, elles sont transférées en cassette et elles sont stockées dans un endroit qui est assez incroyable, dans un ancien McDonald's désaffecté, qu'ils ont rebaptisé le McMoon.
Voilà, et donc vous voyez qu'il y a des centaines de bandes comme ça, de cassettes qui renferment les données de cette image-là. Et ces données ont été réanalysées en 2007. Donc ils ont repris ces cassettes-là, ils ont réussi à les lire, des ingénieurs de la NASA, et ils ont réussi à sortir. Alors ils n'ont pas, malheureusement, même dans la grande quantité de toutes ces cassettes, il n'y a pas toute l'image. Donc ils ont réussi à en sortir seulement une partie, mais la partie la plus intéressante, celle où il y a la Lune et la Terre, et donc c'est cette image-là. Donc vous voyez qu'en fait, c'est étonnant parce que donc cette image ressort quand même 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, vous voyez la prouesse. Et en fait, le problème n'est même pas un problème d'analyse, c'est un problème d'impression sur Terre à partir des données qui avaient été envoyées par télémétrie de la sonde vers la Terre. Donc là, vous voyez très bien, on voit des continents, on voit des nuages, là la Terre est très belle, et puis on voit une partie de la surface lunaire, et là on peut en effet chercher des lieux d'alunissage. Donc ça c'est une très belle image, et je pense, alors je vais quand même vous montrer la sonde Lunar Orbiter 1, voilà, là vous avez une image de cette sonde, et je pense que là vous commencez à reconnaître une image qui elle est devenue iconique, donc celle-là elle est complètement tombée dans l'oubli, mais je vous en montrer une maintenant que je pense vous connaissez tous, c'est celle-là. Alors celle-là, je n'ai pas grand-chose à dire dessus, puisque vous la connaissez. Celle-là, c'est ce qu'on appelle le lever de terre, Earthrise, le lever de terre sur la Lune. Alors vous savez qu'en fait, comme c'est une rotation synchrone, quand on est sur la Lune, eh bien en fait, la Terre ne se lève jamais. Elle est toujours au même endroit. On la voit juste tourner en 24 heures sur elle-même, mais elle bouge toujours, elle reste toujours au même endroit, d'accord ? Donc vous n'avez pas de lever de terre ni de coucher de terre. La seule façon de voir la Terre se lever ou se coucher, c'est de bouger sur la Lune. Alors soit vous marchez longtemps, vous allez voir la Terre se coucher ou se lever, soit vous tournez autour de la Lune. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, c'est William Anders qui a pris cette image lors de la mission Apollo 8. La mission Apollo 8, ils ne se sont pas posés sur la Lune, ils ont juste tourné autour de la Lune. Et donc, ils sont partis de la Terre, ils ont été vers la Lune, ils ont tourné autour de la Lune, ils ont tourné une dizaine de fois. Et ils regardaient que la Lune, tellement c'était incroyable, ce monde désertique avec des cratères partout, des falaises, des collines. Ils le voyaient pour la première fois comme ça sous leurs yeux. Ils étaient à 110 km d'altitude. Imaginez, vous êtes à 110 km au-dessus de la Lune et puis vous le découvrez comme ça. Et donc, les premières évolutions, c'était incroyable. Ils étaient les yeux rivés sur la Lune. Ils ne savaient plus quoi dire, ils ne se parlaient plus. Ils regardaient que ça, ils prenaient des photos de la Lune. Au bout de 5 révolutions, la Lune, ils ont commencé à la voir, et puis c'est que des cratères. Voilà. Au bout de 7 révolutions, ils en avaient marre de la Lune. Et au bout de 10 révolutions, on s'est dit, moi je vais regarder un peu ailleurs. Et là, paf, ils voient la Terre qu'ils n'avaient encore pas vue. Et là, donc, c'est William Anders qui est mort en juin dernier. C'est William Anders qui prend la photo, donc le 24 décembre 1968, jour de Noël. Et donc après 10 révolutions, et c'est lui-même qui dira après, qui expliquera comment il a fait cette photo. D'abord, ce qui est étonnant, c'est que ce n'était pas prévu dans le programme. Les ingénieurs de la NASA ne leur avaient pas dit, surtout pensez à prendre une photo de la Terre avec la Lune en premier plan, ça sera super beau. Et donc ils prennent cette photo-là où on voit la Terre visible avec la Lune en premier plan. Et il dit, nous sommes partis découvrir la Lune, et nous avons découvert la Terre. Ce qui est beau. Et c'est une image qui va en fait marquer les esprits, non seulement parce qu'elle est belle, vous voyez qu'elle ressemble beaucoup à la précédente, quand même, sauf que là, il y a de la couleur, donc elle est encore plus belle que la précédente. L'autre, elle est en noir et blanc uniquement. Donc c'est un Hasselblad 70 mm, un téléobjectif de 250 mm, quelque chose que vous pouvez vous procurer facilement, et voilà, si vous êtes avec cette scène-là, vous pourrez prendre les photos que vous voulez. Et cette image est aussi devenue iconique parce qu'elle a un impact en fait sociétal ou écologique, où en fait on découvre la petitesse et la fragilité de la Terre dans l'espace. Et en particulier voir ce monde où il y a de l'eau, pas beaucoup d'eau en fait. Ceux qui sont venus à mon fil rouge de exobiologie dimanche dernier, vous avez vu, je vous ai montré combien il y avait d'eau. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau sur Terre. N'empêche que cette eau-là, l'atmosphère de la Terre, c'est ce qui permet à la vie, ce qui permet à la vie d'apparaître, et ce qui permet à la vie de se maintenir. Et donc vous voyez que ce monde fragile, tout seul dans l'espace, où on sait qu'il y a de la vie, comparé à cette aridité lunaire, a fait prendre conscience de l'impact de ce qu'on pouvait faire sur la Terre, et en tout cas qu'il fallait la protéger.
Voilà, donc il y a aussi un impact écologique en fait de cette image, et c'est aussi pour cela, et c'est probablement principalement pour cela qu'elle est devenue iconique. En plus, on est en 1968, voilà, avec tous les événements qu'on connaît, 68 au niveau mondial, et donc c'est un choc pour toute cette génération à ce moment-là, et c'est une image qui est restée emblématique. Lever de terre, qui du coup en était un pour William Anders, qui tourne autour de la Lune, mais encore une fois, qui n'en est pas un si vous êtes sur la Lune. Une image un peu similaire, que vous connaissez et que Bruno a cité tout à l'heure, c'est celle-là. Sauf que vous ne la connaissez pas comme ça c'est l'image originale. Ça c'est l'image donc prise par on ne sait pas qui. Alors, Ron Evans ou Harrison Schmitt, c'est-à-dire les 2 sur 3 qui étaient dans Apollo 17. Apollo 17, c'est la dernière mission qui allait sur la Lune et qui a posé des humains sur la Lune. Donc on ne sait pas qui c'est. Et à un moment donné, il y en a un qui a l'idée de prendre la Terre en photo. Et c'est pareil, moi je suis fasciné par le fait que personne n'avait, à les ingénieurs de la NASA, personne ne leur a jamais dit prenez la Terre en photo. Ça va être beau, ça va faire une super image. Personne ne leur a dit ça, c'était pas marqué dans les programmes d'astronautes aujourd'hui, à la minute près, ils savent ce qu'ils font. Vous demandez à Thomas Pesquet, il n'y a pas beaucoup de temps pour chômer. Et là, personne ne leur a dit prenez la Terre en photo. Donc il y en a un qui l'a fait, il a pris son Hasselblad 500, c'était le 7 décembre 1972, donc 3 ans après la précédente. Et il prend, 4 ans après la précédente, il prend cette image-là. Alors vous voyez que le fond, je ne sais pas si on peut baisser la lumière encore un petit peu ou pas. Ah, c'est mieux, merci beaucoup. Vous voyez que le fond n'est pas très très noir, n'est pas très sombre. Et surtout, vous voyez que pour des Américains, la Terre est à l'envers. Alors on voit l'Afrique, continent africain, on voit l'Antarctique ici, mais vous voyez que pour reconnaître là, quand on vit dans l'hémisphère nord, eh bien il faut pencher la tête. Donc, évidemment, entre guillemets, les Américains vont retourner cette planète et ils vont aussi mettre un fond plus noir, ce que vous voyez ici. Et là, donc, vous reconnaissez maintenant encore mieux l'Afrique, l'Australie, le continent antarctique. Et vous avez donc cette boule ou bille de marbre bleu pour l'eau, qui est la Terre. Donc ça, c'était donc une photo qu'ils prennent par hasard lorsqu'ils partent vers la Lune. Ils ne sont pas encore allés vers la Lune. Ils partent vers la Lune et c'est pris à la distance de 29 400 km de la Terre. Et là, vous voyez donc le module dans lequel se trouvent nos astronautes. C'est une très belle image qui, elle aussi, à sa manière, mais cette fois-ci on ne compare pas avec la Lune, mais elle aussi à sa manière montre la fragilité de la Terre dans l'espace environnant. Et à vrai dire, je trouve que cette fragilité, on la voit encore plus ici. Elle est encore plus émouvante à cet endroit-là. Voilà. Alors, ça c'était de Blue Marble, donc la bille de marbre bleu. Eh bien, on a aussi, en magasin, une boule de marbre noire. Ça, c'est de Black Marble. De Black Marble, donc c'est la Terre, vue de l'espace, la nuit. Alors là, on a beaucoup d'images de ce type. Là, j'ai choisi celle où, évidemment, on a Florence ici. Voilà. Donc ça, ce sont les satellites américains de la NOAA, c'est-à-dire National Oceanic and Atmospheric Administration, qui ont pris ces photos. Et ce qui est intéressant aussi, et ça va dans le sens de ce que vous savez, cette augmentation de la pollution lumineuse sur Terre. Regardez ici des images entre 1992 et 2010. Vous voyez l'évolution. Donc cette black marble devient de moins en moins black, de plus en plus white sur les continents. Vous voyez qu'il y a des zones où on voit de moins en moins, en fait, on reconnaît vraiment toutes les villes. À Toulouse, il y a Florence qui est ici. Là. Et il y a de moins en moins de zones qui sont protégées de la pollution lumineuse. Et je vais vous en montrer une autre, qui est pour moi le lever de terre 2.0. Là, vous avez des images
ce sont des images qui sont prises par une sonde qui en fait scanne. Donc c'est une sonde qui tourne autour de la Lune, qui va vite, hein, je vais vous donner la vitesse tout à l'heure. Et en fait, elle scanne comme ça, et elle prend des images sans s'arrêter, donc elle ne fait que scanner. Et on a cet effet qu'on appelle de stores vénitiens qui sont dus aux détecteurs. Il y a ces bandes de détecteurs, et elle scanne, et après on va empiler les images en les décalant en fonction du déplacement de la sonde. Et là, vous voyez évidemment la Terre. Donc là, vous avez la Lune, d'accord, avec des cratères, vous avez la Terre. Et donc on empile tout ça, et ça fait quand on a empilé, voilà ce qu'on voit. Ça, c'est la Terre, ça, c'est la Lune. Alors, vous voyez que la Lune, elle a un contraste qui est, évidemment, elle est très sombre. La Lune, elle est noire, d'accord ? Donc, on ne la voit quasiment pas par rapport à la Terre. Donc là, ce que les ingénieurs de la NASA font, c'est qu'ils augmentent le contraste de la Lune, ce que vous voyez ici. Et les images que je vous ai montrées là, dans cette diapo, sont toutes des images qui sont prises en noir et blanc. Mais pour la Terre, vous voyez que ça, c'est dommage. Donc, on utilise un instrument qui observe en couleur. Et là, on a cette image-là, qui est absolument fabuleuse. Voilà, si je l'agrandis, vous avez la Terre ici, avec d'ailleurs le continent africain de nouveau. Vous avez la Lune ici. Et en fait, ce qui est encore plus étonnant sur cette image, si vous regardez ici, là, et je vais faire un zoom d'ailleurs, regardez, vous avez en fait la Lune qui est éclairée par le Soleil, et là vous avez la Lune qui est dans l'ombre. Donc on voit le terminateur en fait, et qui cache la Terre. Et là on voit de nouveau les nuages sur la Terre, les ouragans, etc. Earthrise V2.0, c'est moi qui l'ai appelé 2.0, c'est le VTR 2.0. Ça, c'est une image qui a été prise donc, le 12 octobre 2015 par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, une sonde de la NASA, 134 km d'altitude. Alors voilà, vous voyez à distance, hein, 134 km de ça et 406 000 km de la Terre. Et la vitesse, c'est 5760 km/h. Ça, c'est la vitesse de la sonde autour de la Lune. Pour ça, je disais tout à l'heure, elle scanne, elle ne s'arrête pas, hein, elle ne fait pas un cliché, clac comme ça, puis après elle s'en va. Non, elle scanne à 5760 km/h, elle prend des images tout le temps. Et donc ça défile. Donc après, il faut un vrai traitement pour pouvoir avoir une belle image. Et là, vous avez la sonde que je vous ai mise en photo, et vous voyez des gens à côté pour vous donner une idée de la taille de la sonde. Donc ça, c'est l'une des plus belles images qu'on ait de la Terre avec la Lune. Et là, de nouveau, vous pouvez comparer entre le côté bleu de la Terre, le côté humide, le côté vivant, le côté voilà, la vie qui est sur la Terre, et puis le côté complètement aride de la Lune, là, qui est là. Donc c'est une image qui est aussi qui pourrait être prise dans un sens écologique pour la défense de la Terre. On a parcouru de la Terre à la Lune. Nous allons maintenant aller à la découverte de nouveaux mondes. Et ça, c'est une image dessinée. Alors je me permets pour les titres de mettre des dessins. Et ça, c'est une image dessinée par Lucien Rudeau, que personnellement, j'avoue, je ne connaissais pas. Et je remercie Quentin Lazarotto, je ne sais pas s'il est présent, mais de l'avoir projeté dans le cadre de ce festival. Et donc Lucien Rudeau, grand astronome, spéléologue, ethnologue, cinéaste, photographe, etc., était fan de dessin, et il avait illustré les livres de Camille Flammarion, l'astronomie populaire en particulier. Et donc il avait fait ce dessin-là, vous voyez la Lune ici, et les Américains avaient même dit, après avoir luni, que les paysages lunaires ressemblaient à tout égard au dessin dessiné par Lucien Rudeau. Voilà, donc il faut lui rendre hommage. Et je vais commencer par... alors là, des images iconiques, quand on parle des nouveaux mondes, évidemment, Bruno l'a mentionné, c'est les sondes qui vont nous permettre de découvrir les planètes géantes. Donc là, on va faire un petit passage dans les planètes géantes. Et les sondes qui nous ont ouvert ça, c'est les sondes de Voyager. Donc moi, je m'en souviens très bien, puisque quand j'étais petit, quand la sonde Voyager 1 a été lancée, j'avais 8 ans. Et je me souviens qu'au fil des années, parce qu'évidemment les voyages interplanétaires sont longs, donc ça prenait plusieurs années pour aller d'une planète à une autre, au fil des années, on découvrait de nouvelles planètes. Et ça, c'est vraiment une rupture, parce qu'il y avait des planètes pour lesquelles on n'avait que des
très mauvaises images depuis la Terre et on ne savait pas ce qu'on pouvait imaginer sur la planète elle-même. Alors pas forcément pour Jupiter ou Saturne, même si on a des détails qui sont extraordinaires, mais en particulier je pense à Uranus, Neptune, voire même Titan, ou les anneaux de Saturne. Ces sondes-là nous ont apporté des choses que vraiment on ne savait pas ce qu'on allait avoir. Et donc c'était une période assez extraordinaire en termes d'exploration planétaire qu'on a maintenant encore quand on envoie des sondes sur un astéroïde, une comète, on peut sentir un peu cette excitation de se demander ce qu'on va voir. Donc la première évidemment c'est Jupiter. Alors Jupiter, là vous voyez en fait l'approche de Voyager 1 lancé en 1979. Cette image-là, ce film, donc c'est une série d'images, d'accord ? C'est pas un film d'animation, c'est vraiment des images mises bout à bout lorsque Voyager 1 s'approche de Jupiter. Donc 25 jours pour cette animation, elle parcourt 27 millions de kilomètres. Et vous voyez déjà la tache rouge, qu'on voyait sur Terre, hein, mais on la voit mieux. Vous voyez aussi des satellites passer de temps en temps, vous voyez des satellites et vous voyez les ombres de satellites. D'accord, et des fois des éclipses dues aux satellites. Puis vous voyez toutes les volutes là, qui sont en train de se créer comme autour d'un ouragan. Et donc c'est un monde, planète gazeuse, hein, il n'y a que du gaz, c'est un monde gazeux étonnant. Voyager 1 était suivi de quelques mois par Voyager 2. Même conception. Voyager 2 prend cette image très détaillée. Alors elle avait des instruments qui étaient plus élaborés que Voyager 1, et en particulier ces caméras qui étaient très précises avec une meilleure résolution. Et donc elle prend ce cliché à 722 000 km, c'est-à-dire à peu près 2 fois la distance Terre-Lune, mais il faut surtout comparer au diamètre de Jupiter. Le diamètre de Jupiter c'est 140 000 km, donc à peu près à 5 fois le diamètre de Jupiter. Retenez juste 5 fois le diamètre de Jupiter, ça va être intéressant pour la suite. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que la sonde va à 54 000 km/h. Elle va vite. Essayez de prendre une photo nette quand vous allez à 54 000 km/h, je sais que vous n'allez pas souvent à 54 000 km/h, vous allez voir que c'est difficile. Donc évidemment, il faut des instruments puissants, mais il faut aussi après un traitement de ces images-là. Et évidemment, là, on récupère tout, on envoie tout par télémétrie ensuite. La sonde Cassini, dont je reparlais tout à l'heure, en 2000, prend cette image du pôle sud de Jupiter, d'accord ? Elle passe en dessous du pôle sud de Jupiter, et après la sonde Cassini, elle va aller vers Saturne. Donc, je vous montrerai des images de Saturne par cette sonde Cassini. Et là, je vais vous montrer la première image que je vais vous en montrer plusieurs, mais là, c'est la première image du James Webb Space Telescope, qui, pour moi, prolonge l'image iconique de Voyager 2. Et là, vous voyez Jupiter, de nouveau, vous voyez la tache rouge, qui cette fois-ci n'est plus rouge. Parce que le James Webb Space Telescope observe dans l'infrarouge. Et donc elle va détecter en fait plus facilement des choses qui sont froides. Et la tache rouge étant plus froide, vous voyez qu'elle est plus brillante. Et donc il y a ensuite des systèmes, tous les systèmes gazeux là, de Jupiter, et vous voyez aussi les aurores polaires de Jupiter, qui a un champ magnétique très fort et qui a donc des aurores polaires. Vous voyez aussi d'autres choses. Vous voyez ici des pics de diffraction qui sont dus aux aurores polaires. Vous en voyez un ici qui est dû à Io. Alors ce n'est pas Io qu'on voit là, mais on le voit plus loin. Il y a le satellite Io de Jupiter qui crée un pic de diffraction. Et le James Webb a plusieurs instruments, et si on met des images des instruments ensemble, voilà ce qu'on voit. Ça c'est Jupiter. J'ai pas envie de dire en vraie couleur, mais en couleur codée en fonction de la température. Et là, vous voyez donc les aurores polaires qui ont des températures différentes du reste. Voilà, et vous retrouvez la tache rouge qui en fait n'est pas rouge à ces longueurs d'onde là. Et voilà, cette photo est extraordinaire. Alors là, elle est prise non pas à côté de Jupiter, mais depuis la Terre, parce que le James Webb, il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc à côté de la Terre par rapport à Jupiter. Voyager 1 poursuit son trajet, Voyager 2 le suit de pas loin, enfin pas loin derrière, et ils arrivent sur la planète Saturne. Alors c'est pareil, Saturne, on la connaissait évidemment, on a des télescopes qui permettaient de voir Saturne, les anneaux, mais pas aussi précisément que cela. Cette photo est extraordinaire, cette image est extraordinaire. En fait, si vous regardez, vous avez, bon, évidemment, vous voyez les anneaux, vous voyez la planète, vous voyez l'ombre des anneaux
sur la planète, et puis vous voyez l'ombre de la planète sur les anneaux. D'accord ? Donc il y a une double éclipse là, qui s'enchaîne. Quand Voyager s'est approché de Saturne, donc ça c'est une image de Voyager 2, du 26 août 1981, donc 2 ans après Jupiter. Elle prend la photo à 161 000 km de Saturne. Le diamètre de Saturne, c'est 120 000 km, donc pas très loin finalement de Saturne. La vitesse, c'est la même. Et en fait, là, une question qui se pose, c'est est-ce que la sonde peut passer par la division de Cassini ? La division de Cassini, c'est cette grande division là dans l'anneau. Et en fait, en s'approchant, parce qu'en fait, ce qu'ils auraient voulu faire, c'est passer au milieu de la division et prendre une photo encore plus près de Saturne. Et en fait, en s'approchant, ils se rendent compte qu'il y a des poussières dans cette division. Donc, ils ne peuvent pas risquer de perdre l'instrument ou quelques instruments de cette sonde en passant. Donc, en fait, ils passent plus loin, ils passent autour de Saturne. Et Cassini, je vous ai dit, c'est une sonde qui a été spécialement conçue pour aller vers Saturne et étudier le système de Saturne. Cassini a pris cette image de Saturne qui est extraordinaire. C'est une image avec le Soleil derrière. Du coup, ça fait apparaître tous les détails autour de Saturne, et en particulier les détails sur les anneaux. Là, vous voyez la complexité des anneaux. Vous voyez la complexité des anneaux, vous voyez aussi cette lumière qui provient de l'atmosphère. Donc là, il y a une éclipse des anneaux, puis il y a l'atmosphère de Saturne qui est brillante. Et donc vous voyez que le système d'anneaux, le système de poussière en fait, autour de Saturne s'étend très loin. Vous les voyez encore mieux parce que vous êtes avec la lumière du Soleil qui est derrière. Et alors, si vous regardez bien, moi je le vois, mais je ne sais pas si tout le monde le voit là. Il y a un point là. Vous savez ce que c'est ce point ? C'est exactement la Terre. En fait, vous êtes là. Vous êtes tous là, sur ce petit point. Vous êtes loin, hein, vous êtes à 1,5 milliard de kilomètres. Hein. Voilà, donc ça c'est Cassini. Et 10 ans plus tard, Cassini, donc, qui est à côté de Saturne, 10 ans plus tard, le James Webb, en 2023, prend cette image de Saturne, qui est aussi fabuleuse. Vous avez Saturne, qui n'est pas très brillante, parce qu'en fait elle est chaude. Et par contre, les anneaux qui sont plus froids, eux, sont plus brillants en infrarouge. D'accord ? Donc on voit les anneaux très brillants, on voit la division de Cassini là au milieu, et vous avez 3 satellites de Saturne. Et vous voyez encore une fois l'ombre des anneaux sur la planète, et vous voyez l'ombre de la planète sur les anneaux. Vous voyez que les pôles sont encore plus froids, etc. Voilà, donc c'est aussi, Saturne est encore extraordinaire. Donc Jupiter, Saturne, on les connaissait. Par contre, Voyager 1, à ce moment-là, sort du système solaire et Voyager 2 continue. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, en fait, il y avait une sorte d'alignement planétaire qui en fait se produit tous les 176 ans. Et donc la NASA voulait bénéficier de cet alignement pour envoyer une sonde visiter toutes les planètes à moindre coût, d'accord, sans utiliser trop de carburant. Et donc après Saturne, eh bien évidemment, Voyager 2 va être programmé pour aller vers Uranus. Et là, Uranus, on connaissait quasiment rien d'Uranus. On avait des spectres, mais sur la taille de la planète, sur la surface de la planète, on ne connaissait rien. Et donc, on attendait beaucoup de ce qu'on allait voir. Et là peut-être qu'on peut baisser un petit peu la lumière, parce que vous allez voir, l'image d'Uranus est fabuleuse. Regardez. Si ce n'est pas une image iconique, ça. Voilà Uranus. Bon, là, ils étaient un petit peu déçus. Alors, on peut augmenter, vous voyez, il y a quand même un nuage là. D'accord ? Donc, on peut augmenter un peu le contraste, ce qu'on va faire. Donc, Uranus, juste pour donner le contexte, donc diamètre, c'est 50 000 km. Voyager 2, en 1986, passe à 81 000 km. Si on augmente le contraste pour essayer de voir des choses sur Uranus, voilà ce qu'on voit. Donc, en fait, on voit un pôle ici. D'accord ? C'est comme si Uranus était en train de tourner, elle a son axe qui est parallèle au plan de son orbite, donc c'est comme si elle tournait sur son orbite. Mais à part ça, vous voyez qu'une grosse atmosphère, ce n'est pas une planète super intéressante. Heureusement, on peut avoir une vue plus sympa de Uranus. C'est celle-là, ça c'est le James Webb. Là, vous voyez donc la planète Uranus avec un point blanc ici, un nuage, un autre ici, et vous avez les anneaux d'Uranus qui sont visibles. Donc ça, encore une fois, c'est pris depuis la planète, quasiment à la distance de la Terre.
Donc on continue, Voyager 2 continue son trajet, et cette fois-ci va vers la planète Neptune. Et c'est pareil, on ne connaissait rien Neptune, c'est encore pire parce qu'il est encore plus loin, donc là on se disait qu'est-ce qu'on va voir. Et cette fois-ci, on a une bonne surprise puisque Neptune est jolie. Neptune est jolie, c'est une planète gazeuse comme les autres, donc on voit de nouveau une tache bleue cette fois-ci, un ouragan qui tourne, on voit toutes les bandes de Neptune. Donc Neptune, c'est à peu près 50 000 km de diamètre, et cette fois-ci, vous voyez, on passe, donc c'est en 1989, on passe à seulement 5 000 km, c'est-à-dire 1/10 de la taille de la planète. Donc ça veut dire que là, la mécanique céleste doit être utilisée à bon escient pour pouvoir passer très près. Ça veut dire aussi qu'ils étaient de plus en plus aguerris au pilotage de cette sonde. Ça veut dire aussi, comme c'est la dernière planète, qu'ils pouvaient prendre un peu plus de risques pour aller proche de cette planète-là. Sur Jupiter, je ne l'ai pas dit, mais on voit des anneaux autour de Jupiter. Saturne, on le sait depuis très longtemps. Uranus aussi. Et en fait, on a aussi autour de Neptune de beaux anneaux. Mais alors là, il faut donc cacher la planète pour pouvoir les voir apparaître. Et donc ce sont des anneaux très très faibles, très froids. Mais si on les observe de nouveau avec le James Webb, voilà ce qu'on voit. On a de nouveau la planète, donc Neptune, la tache bleue qu'on voyait tout à l'heure, des nuages, et les anneaux ici. Alors vous voyez que là, on a l'impression que c'est flou, parce qu'en fait, pour le James Webb, c'est très petit, Neptune, c'est loin, c'est plusieurs milliards de kilomètres. Donc évidemment, on est obligé de zoomer. Si vous regardez sur l'image originale, en fait, Neptune est vraiment très petite sur l'image. Cassini est aussi allé à la rencontre d'un monde qui s'appelle Titan. Titan, c'est un satellite de Saturne. C'est le seul satellite qui a une atmosphère en système solaire. Et alors, il y a une histoire derrière cette image, parce qu'en fait, elle aurait pu être de moins bonne qualité, parce que Voyager... Il y a une image qu'on avait de Titan auparavant, la plus précise, c'était une image obtenue par Voyager 2. Et l'image qu'ils avaient obtenue de Voyager 2, on ne voyait rien sur Titan. Parce qu'en fait, il y a une épaisse couverture, atmosphère de méthane, et on ne voit pas grand-chose. Alors là, Cassini perce un peu plus cette couverture de méthane, cette atmosphère de méthane, du coup, vous commencez à voir comme des mers ou des continents. Et alors, c'est assez drôle là, sur Voyager 2, parce qu'en fait, ils avaient prévu de faire passer Voyager 2 plus proche de Titan, pour avoir une meilleure image, mais du coup, ils sacrifiaient Pluton. Ce qui explique pourquoi, en fait, Pluton, qui était encore une planète, classifiée comme planète à cette époque-là, n'a pas été visité par Voyager 2. Ils passaient près de Titan, mais du coup, après, ils rataient Pluton. Mais ils se sont dit, ça vaut le coup, parce qu'on va avoir une super image. Et en fait, l'image était moche. Donc ceux qui défendaient l'idée d'aller voir Pluton, ils étaient dégoûtés parce qu'ils n'avaient pas Pluton, puis ils avaient une image moche de Titan. Bon, il a fallu attendre plus longtemps, New Horizons, pour avoir une image de Pluton. Donc ça, c'est Titan, c'est une lune de Saturne. Donc ça, c'est une image de Cassini, prise en 2005 à l'altitude de 1353 km à la vitesse de 21 000 km/h. Mais Cassini avait aussi une sonde qui s'appelle Huygens et qui s'est posée sur Titan. Et alors là, quand vous fabriquez une sonde, que vous prévoyez de la faire se poser sur une planète dont vous n'avez aucune idée du sol, vous ne savez pas si elle va tomber sur de la glace, sur un truc liquide, sur un truc visqueux, allez fabriquer la sonde comme ça. C'est pas facile. Donc ils ont prévu différents trucs, et puis ils ont lancé la sonde, et elle s'est posée sur ça. Voilà, ça c'est le sol de Titan. Et vous voyez en fait des galets de glace d'eau qui sont sur un lit asséché d'une rivière de méthane liquide, sachant qu'il fait moins 180 degrés à la surface. Voilà, il fait froid. Et donc cette image-là, c'est l'image du sol le plus lointain où un engin humain s'est posé. Et on a ces petits galets de glace d'eau qui sont au fond d'une rivière asséchée de méthane.
pouvez imaginer passer ses vacances là-bas. Après, il fait moins 180 degrés. Donc, quelques autres mondes qu'on a visités, et c'est important parce que c'est... donc Huygens, je n'ai pas dit, c'était une sonde européenne qui était sur la sonde Cassini, qui était elle américaine. Et là, cette fois-ci, je vais vous montrer des missions qui sont européennes. Et la première, c'est, moi, une image qui m'a fait rêver, parce que c'est la première fois qu'on allait visiter une comète. C'est la comète de Halley en 1986, qui ne repassera pas avant 2062, si je me souviens bien. Et donc c'est la comète de Halley qui passe en 1986, et l'Agence spatiale européenne envoie une sonde qui s'appelle Giotto pour prendre l'image de la comète. On n'avait jamais vu de comète de près. On a vu de loin, on a vu des comètes avec des chevelures, des belles chevelures, mais jamais de près. Et donc là, la sonde Giotto s'approche de la comète. Alors ça, c'est une image qui a été retraitée, réanalysée par des ingénieurs de l'Agence spatiale européenne. Et donc là, vous voyez le cœur de la comète, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres en taille ici. Et vous voyez cette chevelure qui est en fait chauffée par c'est le corps ici qui est chauffé par le soleil. Alors si vous êtes allé au fil rouge d'Hervé Cotin ce matin, vous avez vu qu'avant on pensait que les comètes c'était des boules de neige sales. Maintenant on pense que c'est plutôt des boules de poussière glacées. Voilà. Et donc ça, c'est la sonde Giotto à l'Agence spatiale européenne qui passe à peu près à 600 km et qui prend cette image. Et l'autre gros résultat important sur les comètes, c'est évidemment lorsque l'Agence spatiale européenne a envoyé la sonde Rosetta à côté de la comète Churyumov-Gerasimenko. Et là, vous voyez l'un des selfies pris par la sonde avec la comète en arrière-plan. Donc c'est l'un des selfies les plus lointains de l'humanité. Même les sondes se prennent comme ça avec les comètes. Et donc vous voyez la comète ici, vous voyez le panneau solaire ici, et vous voyez la sonde ici. Donc elle se prend en photo avec la comète. Ça aussi, c'est une image qui est assez fabuleuse et qui montre probablement aussi le besoin de reconnaissance. Il paraît que le selfie, c'est un besoin de reconnaissance. Mais là, il y a un besoin de reconnaissance de la sonde qui a été jusque-là, vers la comète, qui prend cette image-là. Et donc là, c'est la sonde Rosetta qui va orbiter avec des distances différentes, altitudes de 140 à 6 km de la comète. Et là, je vous montre différentes images de cette comète qui est en train de dégazer, parce qu'elle est finalement très poreuse. Il y a de la glace qui est en train de sublimer et sous la chaleur du soleil, de se transformer en gaz. Et je vous montre une dernière image de cette exploration des nouveaux mondes, c'est celle-là. Image iconique s'il en est. Vous voyez un petit point blanc? Vous voyez une petite bande rouge. Je vous fais un petit zoom pour qu'on voit mieux. Petit point blanc, petite bande rouge. Vous avez reconnu? Et bien là, vous avez la moitié de l'humanité qui vous regarde. L'autre moitié est en derrière. Ça, c'est la Terre, prise à 6,4 milliards de kilomètres de distance, ce qu'on appelle de pale blue dot, le point bleu pâle. Je crois que c'est Carl Sagan qui avait donné ce nom. Donc ça, c'est une image prise par un Voyager 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, il fallait avoir l'idée d'aller aussi loin et de se retourner, de prendre en photo la Terre. En fait, bon, ça fait partie d'une grande mosaïque où on voit à la fois le Soleil et toutes les planètes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas seulement la planète ici, la planète Terre. C'est beaucoup de journées de travail, de mois, voire d'années, pour sortir une image comme ça, en fait. Parce que la lumière du Soleil est très importante. Et donc cache beaucoup de détails. Donc là, on a la Terre, et puis là, on a cette bande-là, et cette bande-là, en fait, c'est ce qu'on appelle la poussière zodiacale, c'est-à-dire toute la poussière qui se trouve dans le plan des planètes et qui a permis la formation des planètes. Donc en fait, ça, c'est la poussière qui a permis à la Terre de se former. D'accord ? Donc non seulement c'est une image qui est belle, mais en plus, c'est une image qui est représentative de la formation du système solaire. Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé, ça tombe bien, parce que du coup, je peux avancer encore un petit peu. Et j'arrive à ma troisième partie sur les pouponnières d'étoiles. Là, j'ai un peu piqué une idée à Van Gogh, je dois dire. Et voilà, je vais vous montrer quelques images
que pour la plupart vous reconnaîtrez. Vous avez Orion. Vous connaissez Orion, ça s'est pris depuis la Station spatiale internationale. Et si je fais un zoom dans Orion, vous reconnaissez J'ai été un peu vite en fait. Ici, vous avez la nébuleuse d'Orion. Et juste à côté, il y a une nébuleuse que vous voyez moins, qui est la nébuleuse de la tête de cheval. Voilà, celle-là, c'est la nébuleuse d'Orion. Je vais faire un zoom sur cette tête de cheval. Donc ça, c'est une photographie en trichromie, c'est-à-dire qu'on prend 3 filtres rouge, vert et bleu. Et là, la tête de cheval, vous voyez, bon, c'est un peu moche parce que j'ai fait le zoom, mais vous voyez la tête de cheval, elle est toute noire, et puis sur un arrière-plan qui est beaucoup plus lumineux. Et maintenant, je vais vous montrer une image d'Euclide. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Euclide, c'est un satellite de l'Agence spatiale européenne qui est destiné à observer des galaxies lointaines, primordiales, et qui a été lancé l'année dernière, en 2023. Et donc, regardez cette tête de cheval vue par Euclide. Voilà. J'ai entendu des waouh dans la salle. Et en effet, c'est une image qui est assez bluffante. Et là, vous voyez, du coup, donc Euclide observe plutôt dans la partie infrarouge moyen lointain. Et là, vous voyez, du coup, apparaître la tête de cheval qui, cette fois-ci, est brillante par rapport au reste, parce qu'en fait, elle est très froide. Et dans ces longueurs d'onde-là, on détecte mieux tout ce qui est très froid. Donc là, vous avez cette tête de cheval qui s'élève au-dessus de ce nuage-là. Ouais, donc à côté de cette tête de cheval qui est ici, vous avez cette nébuleuse d'Orion, et là il faut quand même que je vous montre la nébuleuse d'Orion parce qu'elle est quand même très belle. Donc voilà, ça c'est de nouveau une photographie en trichromie, vous avez rouge, vert, bleu, c'est l'une des plus belles photos de la nébuleuse d'Orion. C'est une pouponnière d'étoiles, il y a plusieurs milliers d'étoiles qui naissent à l'intérieur. Là vous avez ce qu'on appelle le trapèze avec plein d'étoiles qui sont en train de naître, et là vous avez tous ces volutes, on a presque l'impression que c'est une peinture, mais en fait non, c'est vraiment une vraie image de la nébuleuse d'Orion. Dans le même genre, vous avez celle-là. Celle-là, maintenant, ça fait pas longtemps qu'elle a été produite, mais tout le monde la connaît. Ça, c'est une nébuleuse, c'est la nébuleuse de la Carène, à 7000 années-lumière, qui a été surnommée les falaises cosmiques. Et on voit pourquoi. Hein, en fait, il y a quelque chose qui est fascinant ici, c'est cette frontière. C'est une nébuleuse interstellaire, c'est du gaz. Et cette frontière entre le gaz qui est ici et le vide interstellaire qui est là. Là, il n'y a pas de poussière, et là, il y a plein de poussière. Et en fait, cette frontière qu'on voit là, eh bien, c'est dû justement aux photons UV des étoiles qui sont ici, qui repoussent ici ce gaz. D'accord ? Ça repousse le gaz, et ça fait une frontière assez nette. Et si on fait un petit zoom sur cette frontière-là, là, vous voyez donc le gaz qui est là. La frontière, elle est vraiment très nette, hein, et vous voyez aussi des volutes de gaz là, qui se déplacent, enfin qui sont en train de percer dans la nébuleuse. Et justement, c'est les endroits en fait où le gaz va se compacter et où les étoiles vont naître. Et là, je vous en montre un que probablement vous connaissez aussi. C'est ça les piliers de la création, que certains ont aussi appelé les doigts de Dieu. Donc moi, je préfère les piliers de la création. Là, vous avez un nuage interstellaire, et là, au milieu, vous avez une clairière. Clairière parce que justement il y avait du gaz auparavant, mais ce gaz-là il a été poussé par les étoiles qui sont déjà nées. Et donc vous avez, alors là la frontière est un peu moins nette que sur l'image précédente, mais vous avez quand même quelque chose qui se dégage, et en particulier vous avez ça. Voilà, c'est ça les piliers de la création. D'accord ? Donc ça c'est une image du Hubble Space Telescope. Vous avez comme des doigts. Ici. Donc ça, c'est la Messier 16, nébuleuse de l'Aigle. C'est une image du HST de 1995. Et on peut même faire des zooms. Ici, là, vous voyez en fait des étoiles. Ici aussi. Au bout, là, au bout des doigts, il y a des petits doigts avec des étoiles qui sont en train de se former. Et en fait, quand ces étoiles se forment, donc il y a le gaz qui s'agglomère et ça devient de plus en plus compact. Et tout autour, le gaz, il va partir parce qu'il y a d'autres étoiles ailleurs qui enlèvent ce gaz avec leurs photons UV qui tapent dessus. Et donc, ça fait des cœurs, qu'on appelle des cœurs denses, de plus en plus compacts. Et si vous étiez là à la soirée d'hommage à Hubert Reeves, eh bien, dans son film, justement, il parlait de ces piliers de la création. Et c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental dans cette naissance. C'était une image donc, qui date de 1995 et qui était fondamentale dans la compréhension de la naissance des étoiles. Donc ça, je reviens sur les piliers de la création, et donc ça, c'est l'image du HST, et maintenant, je vous montre une image du James Webb. Ça, c'est l'image du James Webb, prise avec l'instrument infrarouge,
Et là, donc, vous voyez encore mieux, avec une meilleure résolution, tous les volutes qu'il y a à l'intérieur. Et maintenant, je vous montre la même image, mais dans une longueur d'onde un peu plus grande. Donc là, on va vers des parties encore plus froides. Et vous allez voir que tous les vides qu'on a là, eh bien maintenant, ils vont être remplis. Donc là, ça, c'est une image avec une longueur d'onde encore plus grande. Et je vais faire un petit zoom. Et comme je ne m'en lasse pas, je refais un petit zoom. Voilà, là, je m'arrête là. Et là, vous êtes au bout des doigts. Et en fait, là, vous avez une étoile qui est en train de naître. Ici, vous avez une étoile qui est en train de naître. Ici aussi. Ici. Enfin, il y en a plein, en fait. À chaque bout de doigt, comme ça, à chaque petite protubérance, vous avez une étoile qui est en train de naître. C'est une image qui est fabuleuse. Celle-là aussi, vous la connaissez. Quand l'étoile a commencé à se former, eh bien, elle envoie des jets de matière. Et ces jets de matière qui partent, ils rentrent en collision avec le milieu interstellaire. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle un objet Herbig-Haro, quand il y a l'étoile qui est en train de naître et d'envoyer des jets comme ça. En fait, il y a un disque d'accrétion ici, il y a la matière qui tombe vers l'étoile et elle évacue le moment angulaire, comme moment cinétique, vers l'extérieur, comme ça. Ça, c'est l'image de la carène, image HST avec un instrument, et ça, c'est l'image complète. Et l'image complète est encore plus belle. Donc là, vous retrouvez l'objet dont je parlais, mais là, vous voyez qu'ils en avaient un autre. En fait, il y en a partout. Et vous voyez, à chaque fois, c'est au bout des doigts. C'est au bout des doigts qu'il y a les étoiles qui naissent. Là, alors, dans l'espace, personne ne vous entend crier, vous savez. Dans les nébuleuses, vous n'entendez pas les étoiles crier, celles qui sont en train de naître. Par contre, vous les voyez. Ça, c'est le signe qu'il y a une étoile qui est née, là. Une étoile qui est née avec la matière qui pousse. Voilà. Et je peux même vous en montrer une autre. Ça, c'est aussi une image du James Webb, où là, vous avez une étoile qui est en train de naître. Et il y a de la matière qui est éjectée de chaque côté. Voilà. Et vous voyez qu'il y en a aussi une autre ici. Là. Et donc ça, c'est un objet Herbig-Haro. Et là, si on fait un petit zoom, là, vous voyez, donc l'étoile, elle est là, et elle envoie la matière ici. Vous voyez ces volutes de matière, là, qui après deviennent de moins en moins collimées. Et là, vous voyez que ça rentre en collision. Il y a une onde de choc qui va se propager dans le milieu interstellaire. Les étoiles, ensuite, une fois qu'elles sont formées, eh bien, elles sont entourées de gaz, de poussière, et elles vont former des embryons de planètes. Et ça, c'est une image ALMA, c'est un Atacama Large Emitter Array, c'est un radiotélescope. Vous voyez ici une étoile, vous voyez de la matière, puis vous voyez des gaps, vous voyez des trous. Les trous, c'est là où se forment les planètes. Et si on zoome, donc ça, c'est un objet qui est à 175 années-lumière, qui a 10 millions d'années d'existence. Si on zoome ici, on voit la partie centrale. Comme là, on ne voit pas grand-chose, je zoome encore plus. Là, on voit l'étoile au milieu. Et là, on voit de la poussière. Et là, on voit un gap. Et ce gap-là correspond à la distance Terre-Soleil. C'est comme si vous aviez une planète qui était en train de se former ici, à cet endroit-là. Donc ça, je vous en ai montré un exemple. En fait, on a maintenant un florilège d'étoiles qui sont en train de se former avec des planètes autour, donc des systèmes protoplanétaires. Et je vous montre ensuite, quand l'étoile s'est formée, ça fait une étoile comme le Soleil, que vous connaissez. Comme je vous ai montré la première image de la Terre vue d'en haut, première image de la surface cachée de la Lune, je vais vous montrer la première image du Soleil qu'on a acquise. Ça, c'est ce qu'on appelle un daguerréotype du Soleil. Donc là, vous voyez la première image du Soleil qui est obtenue le 2 avril 1845 par messieurs Fizeau et Foucault, que probablement vous connaissez. Et vous voyez des taches solaires. Voilà. Première image du Soleil observée depuis la Terre, le 2 avril 1845. Eh bien, en 2010, on fait mieux, mais c'est peut-être moins joli esthétiquement. Ça, c'est le Solar Dynamics Observatory qui prend... vous voyez la différence ? Ici, on n'a que la surface du Soleil. Et avec un satellite comme le Solar Dynamics Observatory, on a la surface du Soleil, on a aussi tout ce qu'il y a autour, et là, on a une protubérance. Et là, vous voyez toutes les taches solaires, vous voyez le champ magnétique en action, vous voyez les cellules, vous pouvez même faire un zoom là-dessus parce que c'est joli. Voilà, une protubérance, on voit l'arc de champ magnétique et on voit tout ce qui se passe au cœur du Soleil. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je pense.
Donc ça veut dire qu'il faut que je passe à ma conclusion. C'est dommage parce que j'avais plein de trucs à dire encore. Pourtant, j'avais déjà élagué beaucoup. Hein. Alors, je vais juste vous montrer quand même parce que c'est joli. Je vais quand même vous montrer quelques images de. Alors, pardon, ça, c'est le télescope construit par Herschel, le Grant Herschel Telescope. Je vais quand même vous montrer des images de télescopes. Ça, c'est le Hubble Space Telescope, voilà, qui a été mis en orbite à peu près à 600 km d'altitude. Là, vous voyez la Terre, on la voit très bien. Hein. Et la photo là, a été prise par les astronautes de la mission Discovery, la mission STS-31 en 1990. Sauf que, vous ne savez peut-être pas, mais Hubble était myope au départ, donc les images étaient floues. Et donc, il a fallu mettre une lentille correctrice. C'est quand même dommage, hein, pour un télescope de 2,40 m de diamètre qui coûtait 1 milliard à peu près, il était myope. Bon. Il avait passé tous les tests, mais il était tellement myope qu'il avait passé les tests, en fait. Donc, ils ont dû envoyer une mission qui est celle-là, qui a STS-61, qui a en 93 mis un jeu de lentilles correctrices dans le miroir. Et donc, vous avez cette image de l'astronaute qui est en train de faire des installations. Donc, ça aussi, c'est une très belle image du télescope qui est en train d'être corrigé avec la Terre en arrière-plan. Je voulais quand même vous montrer aussi des images du James Webb parce que je vous ai montré beaucoup d'images prises par le James Webb, mais je pense que c'est important aussi de voir le James Webb. Donc ça, c'est les miroirs. Le miroir de 6,50 m de diamètre. Avant le lancement, là, vous voyez la comparaison entre le 2,40 m de Hubble et 6,50 m du James Webb. Là, vous avez le bouclier thermique qui est déployé, parce qu'il faut cacher, comme il observe en infrarouge, il faut cacher toute la lumière, toute la chaleur, et en particulier celle qui provient du Soleil, mais aussi de la Terre et de la Lune. Et après, il faut tout replier pour pouvoir le rentrer dans une fusée européenne qui va ensuite le lancer. Et pour moi, cette image-là, c'est l'une des plus belles. Cette image de James Webb sur sa trajectoire, il vient d'être lancé là, il y a la Terre ici, mais il part à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour aller sur le point de Lagrange L2, c'est-à-dire à peu près 5 fois la distance Terre-Lune, il part loin, et puis il va y rester. Et là, vous savez que s'il y a un problème comme sur Hubble, c'est impossible de le réparer. Donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas de problème. Et le fait est qu'il a eu, vous avez vu, aucun problème. Je vous montre aussi une image de ALMA, Atacama Large Meter Array, parce que je vous ai montré les images prises par ALMA. Donc ça, c'est un ensemble de radiotélescopes qui se trouve sur le plateau de Charnantor au Chili à 5000 mètres d'altitude, au-dessus de 90% de l'humidité qui se trouve dans l'atmosphère. Et donc là, vous voyez l'étoile polaire du Sud, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Et puis vous voyez les étoiles avec un filet, avec toutes les antennes radio qui observent le ciel dans le submillimétrique. Voilà. Et comme l'heure tourne et que je vais bientôt me faire gronder, je voulais finir avec une dédicace spéciale à un instrument qui a beaucoup compté pour moi. Donc là, c'est vraiment mon image iconique à moi. Vous n'êtes pas obligé de la récupérer pour vous. Voilà, c'est mon instrument préféré. C'est ma lunette Zeiss Elementor 63840 pour les connaisseurs, que j'ai encore, qui fonctionne, et elle ne me permet pas d'observer les astres aussi bien que ce que je vous ai montré, mais n'empêche que c'est une super lunette avec laquelle j'ai observé, depuis mon balcon en banlieue parisienne, j'observais la galaxie des chiens de chasse, et j'ai trouvé ça génial, et je pense que c'est ça qui m'a, en particulier, qui m'a poussé à aimer les images du ciel. Et je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup de votre attention.